Hey, comment ça va? En 1977, la sonde Voyager 2 a été envoyée dans l'espace. À l'intérieur, on a placé des images de la planète Terre, des salutations des peuples de la Terre dans plusieurs langues et une collection de morceaux de musique enregistrés sur un disque vinyle. Ces objets ont été envoyés comme une sorte d'invitation à toute forme de vie intelligente qui trouverait Voyager 2, suggérant qu'elle vienne visiter la Terre. Après des années à errer dans l'espace, la Voyager 2 atteint enfin une planète habitée. Quelque temps plus tard, un vaisseau spatial de cette planète se dirige vers la Terre en réponse à l'invitation. Dans le Wisconsin, une femme nommée Jenny Hayden regarde de vieilles vidéos d'elle et de son défunt mari, Scott, tout en buvant de l'alcool. Plongée dans ses souvenirs, elle commence à pleurer et décide qu'il vaut mieux aller se coucher. Le vaisseau spatial extraterrestre entre dans l'atmosphère des États-Unis et les radars militaires détectent sa présence. Des chasseurs sont envoyés pour enquêter sur l'objet non identifié. Le département de la Défense est informé car le vaisseau se trouve dans l'espace aérien américain sans autorisation. Des missiles sont tirés contre lui, mais il n'est pas détruit. Il change simplement de trajectoire et atterrit dans le Wisconsin. Le directeur confirme que l'objet ne provient d'aucune base aérienne connue et fait appel à Mark Sherman du SETI pour enquêter. Le vaisseau s'écrase dans un lac en face de la maison de Jenny. Une entité faite de pure lumière sort du vaisseau, traverse le lac et entre dans la maison. En explorant les lieux, elle trouve un album photo avec des images de Scott et un cheveu qu'elle utilise pour déverrouiller l'ADN. Jenny se réveille et trouve un bébé dans le salon. Sous ses yeux, le bébé grandit rapidement jusqu'à devenir un homme adulte. Sur le sol, des sphères métalliques sont éparpillées. Horrifiée, Jenny attrape une arme, mais quand l'homme se retourne, elle réalise qu'il ressemble à Scott. L'être extraterrestre a recréé le corps de Scott en utilisant son ADN. Il répète des salutations dans plusieurs langues jusqu'à trouver celle que parle Jenny, mais elle s'évanouit sous le choc. L'extraterrestre observe son propre reflet dans le miroir et regarde les vidéos projetées imitant le comportement de Scott. Il apprend à utiliser une arme et voit Jenny parler à un raton laveur, lui disant qu'elle ne veut pas lui faire de mal. Des hélicoptères survolent la zone et l'extraterrestre ramasse ses sphères métalliques. L'une des sphères commence à briller et il l'utilise pour envoyer un message à sa planète natale. Il avertit que l'environnement sur Terre est hostile, que son vaisseau a été détruit et demande à être secouru à son point d'atterrissage initial dans 3 jours. Jenny se réveille en pensant que tout cela n'était qu'un rêve, mais en regardant par la fenêtre, elle aperçoit l'extraterrestre. Jenny s'empresse d'enfiler un pantalon et des bottes, puis court vers la voiture, mais l'extraterrestre est déjà dans le garage. Il lui communique avec des mots limités qu'ils doivent partir immédiatement, car d'autres hélicoptères militaires arrivent. Jenny fait semblant que la voiture ne fonctionne pas, mais l'extraterrestre la démarre d'un simple toucher. Ils prennent la route et Jenny lui demande où il veut aller. Il utilise une autre sphère métallique pour créer une carte des États-Unis et pointe vers l'Arizona. Mark arrive sur le site du crash avec l'armée et demande à surveiller les rapports de la police locale concernant des événements étranges. Des ouvriers perçant l'objet, pensant qu'il s'agit d'une météorite, mais découvrent qu'il est creux. Pendant ce temps, alors que Jenny conduit, l'extraterrestre observe tout ce qui l'entoure et prête attention à ses actions. Il remarque qu'au feu jaune, Jenny accélère la voiture. La radio annonce que la plus grande météorite de l'histoire est tombée dans le Wisconsin la nuit précédente et Jenny réalise qu'elle voyage avec un extraterrestre. Elle lui demande pourquoi il ressemble à Scott et il lui répond en chantant une chanson, pensant que c'était approprié. Jenny manque de percuter une camionnette et sort de la voiture en criant qu'elle est en train d'être kidnappée. Le conducteur de la camionnette essaie de l'aider avec une clé à molette, mais l'extraterrestre utilise une autre sphère métallique pour chauffer l'outil jusqu'à ce qu'il fonde. Terrifié, le conducteur s'enfuit. Sherman informe au directeur que l'objet trouvé est une structure creuse et qu'il est en train d'être transporté vers un laboratoire pour analyse. Jenny remarque son arme sur les genoux de l'extraterrestre et lui demande de la ranger car cela la rend un peu nerveuse. Il lui demande ce que signifie un peu nerveuse et elle explique que c'est la même chose qu'avoir peur ou être inquiète. L'extraterrestre trouve le nom de Jenny dans son portefeuille et lui explique qu'il a pris l'apparence de Scott pour éviter de l'effrayer. Dans le laboratoire, des militaires informent Sherman d'un appel à la police concernant un enlèvement sur l'autoroute et un incident étrange où l'outil d'un homme a fondu. Les scientifiques parviennent à ouvrir le vaisseau spatial et Sherman y entre. Il y trouve un disque vinyle et le reconnaît comme étant celui qui avait
avait été placé à bord de la Voyager 2, confirmant ainsi que l'invitation envoyée dans l'espace a reçu une réponse. Jenny et l'extraterrestre s'arrêtent à une station-service pour faire le plein et elle se rend aux toilettes. Devant le miroir, elle laisse un mot demandant de l'aide, disant qu'elle est en train d'être enlevée. L'extraterrestre, ignorant la séparation des toilettes par genre, entre dans les toilettes des femmes et trouve le mot. Il lui demande ce que signifie enlever et Jenny, frustrée, lui explique que c'est exactement ce qu'il est en train de lui faire. Jenny se confie, disant qu'elle ne sait pas où elle est emmenée, ni ce qui l'attend à destination, et qu'elle est fatiguée de cette incertitude. Elle lui demande si son intention est de la tuer, de le faire immédiatement. L'extraterrestre pointe l'arme sur sa tête, mais il en retire ensuite le chargeur. Il affirme qu'il ne veut pas lui faire de mal, tout comme elle l'avait dit au raton laveur dans la vidéo. Jenny se sent soulagée. Plus tard, Jenny s'endort pendant que l'extraterrestre conduit. Il a appris en l'observant attentivement et affirme savoir comment faire. Il chante une chanson à la radio, ce qui réveille Jenny. Elle lui demande si on chante beaucoup sur sa planète et il répond que oui. Lorsqu'elle lui parle de la faim, il veut savoir ce que cela signifie. Jenny lui explique que c'est lorsque l'estomac est vide. L'extraterrestre confirme qu'il ressent ce vide et demande si c'est cela, la faim. Elle acquiesce et il décide de s'arrêter pour manger. En s'approchant d'un feu de signalisation, l'extraterrestre accélère au jaune et manque de percuter un camion. Jenny est indignée et lui rappelle qu'il lui avait assuré connaître les règles. Il répond qu'il a observé attentivement. Rouge signifie s'arrêter, vert signifie avancer et jaune signifie aller très vite. Jenny se rend compte que c'est une erreur de sa part. Dans le laboratoire, Sherman explique au directeur qu'un extraterrestre a atterri sur Terre et a pris l'apparence de Scott Hayden. Il a été aperçu sur l'autoroute lors de l'incident d'enlèvement, mais les dossiers montrent que Scott est mort depuis longtemps. Le directeur demande comment cela est possible. Sherman suggère que l'extraterrestre a utilisé une technologie de clonage, puisqu'un cheveu de Scott a été trouvé dans la maison de Jenny, ce qui aurait suffi pour obtenir son ADN. Le directeur veut savoir si cela est réellement faisable, et Sherman explique que les humains ne disposent pas encore de cette technologie, mais qu'ils ont affaire à une civilisation bien plus avancée. Jenny demande à l'extraterrestre quand il doit être en Arizona, et il répond que ce sera dans 3 jours. Elle veut savoir ce qui se passera s'il n'arrive pas à temps. Il lui explique qu'il sera abandonné et qu'il ne pourra pas maintenir sa forme humaine très longtemps, ce qui entraînerait sa mort. Ils arrivent dans un restaurant au bord de la route et l'extraterrestre remarque un cerf mort attaché à l'avant d'une voiture. Il demande à Jenny ce que cela signifie et elle lui explique que les gens chassent les animaux pour les manger. L'extraterrestre veut savoir si les cerfs mangent aussi des humains et Jenny répond que non. Le chasseur arrive et demande à l'extraterrestre de ne pas s'approcher du cerf. À l'intérieur du restaurant, Jenny explique à l'extraterrestre comment atteindre sa destination et lui apprend aussi à utiliser une carte de crédit au cas où quelque chose lui arriverait. L'extraterrestre continue de regarder le cerf mort. Il remarque une photo de Jenny et Scott et Jenny lui explique qu'elle date de leur lune de miel. Il lui demande ce que signifie lune de miel et elle lui explique que c'est quand 2 personnes qui s'aiment se marient et voyagent ensemble pour la première fois. L'extraterrestre demande alors ce qu'est l'amour et Jenny répond que c'est lorsque quelqu'un se soucie d'une autre personne plus que de lui-même. En expliquant, elle est sur le point de pleurer. Jenny tente de s'échapper discrètement par l'arrière du restaurant et de prendre un bus pour rentrer chez elle. C'est pour cette raison qu'elle expliquait à l'extraterrestre comment se rendre seule en Arizona. Cependant, le cuisinier l'informe que son ami est sur le parking. Jenny va voir et aperçoit l'extraterrestre devant le cerf mort. Il utilise l'une de ses sphères métalliques pour ramener l'animal à la vie et le libère. Jenny est émue par son geste. Le chasseur arrive et accuse l'extraterrestre de lui avoir volé le cerf. Il le frappe et l'extraterrestre riposte. Les amis du chasseur surgissent et commencent à le rouer de coups. Jenny prend son arme dans la voiture et tire en l'air pour effrayer les chasseurs. Déterminée à ne pas abandonner l'extraterrestre, elle monte en voiture avec lui et tous deux s'enfuient. Les chasseurs tentent de les poursuivre, mais finissent par percuter un bus pendant la course-poursuite. Alors qu'ils roulent, une voiture de police commence à les suivre discrètement. Sherman avait informé la police de rechercher une Mustang orange et noire immatriculée dans le Wisconsin. Ils décident de s'arrêter dans un hôtel pour passer la nuit, tandis que les policiers reçoivent l'ordre de les surveiller jusqu'à l'arrivée des autorités fédérales. Pendant la nuit, l'extraterrestre regarde la télévision et voit un couple s'embrasser passionnément. Il essaye d'imiter la scène avec Jenny, mais est interrompu par des coups frappés à la porte. Un homme avertit l'extraterrestre que des policiers
policiers tentent de pénétrer dans la Mustang. Jenny et l'extraterrestre demandent de l'aide au réceptionniste de l'hôtel qui crée une diversion pour les policiers pendant qu'ils s'échappent. Les policiers les prennent en chasse et s'approchent de la voiture. L'extraterrestre saisit l'arme, mais Jenny l'empêche de tirer. Cependant, les policiers ouvrent le feu et touchent Jenny, la tuant sur le coup. L'extraterrestre accélère vers une citerne de pétrole et active l'une de ses sphères métalliques avant l'impact. Une énorme explosion se produit, mais l'extraterrestre sort des flammes emportant Jenny. Tous deux sont indemnes grâce à un bouclier généré par la sphère. Sherman arrive sur place et apprend que des témoins ont vu l'extraterrestre émerger de l'incendie avec Jenny totalement intacte. Il en informe le directeur et lui signale qu'un barrage a été mis en place sur la route où il pense que l'extraterrestre va passer. Pendant ce temps, l'extraterrestre emmène Jenny dans une maison transportée sur un camion hélicache. En vérifiant ses sphères métalliques, l'extraterrestre réalise qu'il ne lui en reste plus que deux. Il en utilise une pour soigner Jenny et la ramener à la vie. Jenny se réveille et découvre que l'extraterrestre a disparu. Elle apprend qu'il est parti en stop avec un inconnu. Jenny arrive dans un restaurant où la serveuse lui dit que l'homme qu'elle cherche est parti en voiture avec le cuisinier en direction de l'ouest. Jenny prend également une voiture pour tenter de le rattraper. L'extraterrestre et le cuisinier arrivent au barrage militaire et Jenny les rejoint. Elle aperçoit l'extraterrestre et comprend qu'il est en danger. Jenny demande à l'homme qui l'a conduite de créer une diversion. Pendant ce temps, elle et l'extraterrestre parviennent à s'échapper. Tous deux montent à l'arrière d'un camion et pendant le trajet, Jenny semble contrariée. L'extraterrestre lui demande s'il a fait quelque chose de mal et Jenny répond qu'il est parti sans donner d'explication. L'extraterrestre explique qu'il a compris qu'être avec elle mettait sa vie en danger et qu'il ne voulait pas lui faire subir cela. Jenny lui dit qu'il aurait au moins dû lui dire au revoir, mais l'extraterrestre avoue qu'il ne sait pas ce que signifie au revoir. Jenny lui apprend alors la signification. La femme assise à côté d'eux dans le camion porte un bébé et l'extraterrestre demande à Jenny si elle en a déjà eu un. Jenny explique qu'elle et Scott voulaient un enfant, mais qu'elle a une condition qui l'empêche de concevoir. Jenny et l'extraterrestre descendent du camion et montent dans un compartiment vide d'un train en direction de l'Arizona. Ils montent dans le train trempé par la pluie et Jenny conseille à l'extraterrestre d'enlever ses vêtements mouillés pour éviter une pneumonie. Pendant qu'elle l'aide à se changer, un moment romantique surgit entre eux et ils finissent par s'abandonner l'un à l'autre. Sherman arrive dans une base militaire en Arizona et apprend que les militaires ont calculé la trajectoire initiale du vaisseau lorsqu'il était entré sur Terre et ont découvert qu'il se dirigeait vers cet endroit. Ils pensent maintenant que l'extraterrestre retourne en Arizona. Sherman remarque qu'une salle d'autopsie a été préparée sur la base, avec des dispositifs de contention sur une table d'opération et il s'irrite de la manière dont les militaires comptent traiter l'extraterrestre. Dans le train, l'extraterrestre commente qu'il aime observer Jenny dormir, même s'il ne comprend pas pourquoi. Il pense qu'il devient de plus en plus humain. Plus tard, il dit à Jenny qu'il lui a donné un bébé cette nuit-là. Jenny répond que ce n'est pas possible, mais l'extraterrestre affirme en être certain et sait même que c'est un garçon. Il explique que puisqu'il a utilisé le corps de Scott, le bébé sera humain, mais aussi en partie extraterrestre. L'extraterrestre ajoute que l'enfant saura tout ce qu'il sait et qu'un jour, il deviendra un grand professeur. Jenny est bouleversée par cette révélation. L'extraterrestre lui dit que si elle ne veut pas du bébé, il peut interrompre la grossesse immédiatement. Jenny, cependant, est heureuse de garder l'enfant. Elle lui demande de lui montrer l'étoile autour de laquelle orbite sa planète, afin qu'elle puisse raconter à son fils d'où vient son père. L'extraterrestre accepte avec joie. Le train s'arrête, mais ils réalisent qu'ils ont dépassé l'Arizona et sont arrivés à Los Angeles. Jenny dit que ce n'est pas grave car ils peuvent louer une voiture et revenir en conduisant. En fouillant dans ses poches, elle découvre que son portefeuille a disparu. Tout ce qu'ils ont, ce sont quelques pièces de monnaie. L'extraterrestre observe les environs et a une idée. Il utilise une pièce dans une machine à sous, la manipulant pour décrocher le jackpot. Avec l'argent, ils achètent une voiture et reprennent la route. Le directeur arrive à la base
base militaire et Sherman exprime sa colère face au traitement que les militaires réservent à l'extraterrestre, qui est venu sur Terre en réponse à une invitation humaine. Le directeur ignore Sherman et lui ordonne de suivre les ordres ou de partir. Jenny demande à l'extraterrestre à quoi ressemble sa planète. Il répond qu'il n'y a là-bas qu'une seule loi, un seul peuple sans guerre, sans pauvreté ni oppression. Cependant, il admet que son peuple a perdu quelque chose. Il dit que les humains sont tellement différents et pleins de vie. Il confesse qu'il regrettera la terre, sa nourriture, sa musique et l'amour. Jenny et l'extraterrestre s'arrêtent pour manger, à quelques minutes de leur destination. Plusieurs voitures de police arrivent au restaurant et les placent en garde à vue. Sherman arrive avant tout le monde et discute avec l'extraterrestre. Sherman demande à l'extraterrestre s'il peut faire quelque chose pour lui. Jenny supplie Sherman de le laisser partir. Sherman répond que ce n'est pas en son pouvoir. Il demande à l'extraterrestre pourquoi il se dirige vers le cratère voisin. Il l'interroge pour savoir si la formation du cratère remonte à une époque où son peuple était déjà venu sur Terre. L'extraterrestre confirme que son peuple observe les humains depuis un certain temps, car ils sont une espèce fascinante. Il explique que la plus belle chose chez les humains, c'est qu'ils deviennent meilleurs dans les pires situations. Inspiré par cette affirmation, Sherman décide de risquer sa vie et sa carrière en ordonnant à la police de laisser partir Jenny et l'extraterrestre. Après leur départ, le directeur arrive et explose de rage en découvrant ce que Sherman a fait. Mais Sherman, lui, se sent en paix, convaincu d'avoir fait ce qui était juste. Jenny et l'extraterrestre arrivent au cratère, mais plusieurs hélicoptères militaires les suivent. Lorsqu'ils entrent dans la cratère, les hélicoptères tirent des coups de semonce dans leur direction. Avant que des dommages réels ne soient causés, le vaisseau de l'extraterrestre arrive. Le vaisseau est une version plus petite de sa planète. L'extraterrestre embrasse Jenny et lui dit qu'il l'aime avant de partir. Il lui remet sa dernière sphère métallique et lui dit que leur fils saura quoi en faire. L'extraterrestre lui fait ses adieux et Jenny regarde tandis qu'il est emporté par le vaisseau. Ainsi s'achève Starman, un film de science-fiction et de romance de 1984. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.